Célébration aujourd'hui en Côte d'Ivoire de la Journée nationale de la paix. Thème retenu, la participation de tous à la sécurité, gage de paix. Enfin, 15 novembre 1988, Yasser Arafat, alors chef de l'Organisation de libération de la Palestine, annonce la création d'un État palestinien. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, journée dédiée à la paix en Côte d'Ivoire. Cet événement vise à sensibiliser et éduquer les populations à la culture de l'entente et au vivre ensemble malgré leurs différences. La célébration officielle de la Journée nationale de la paix 2017 s'est tenue au Palais de la Culture de Trasheville. Honorine Anigori. La Journée nationale de la paix est commémorée ce mercredi. Initiée par feu le président Félix Houphouët-Boigny, cette journée vise à prôner la paix et à cultiver le vivre ensemble. Et la population l'ont si bien compris qu'elles adhèrent à cette célébration. La journée de la paix mérite d'être célébrée parce que nous avons besoin de paix dans ce pays. Après tout ce qu'on a traversé comme difficulté. C'est une bonne chose pour les enfants futurs parce que vraiment sans la paix, on ne peut rien. La violence n'apporte rien à la nation. Ça permet de renforcer les liens entre les frères, entre les sœurs. Donc ça nous permet tous, d'avoir une rotation vers la paix, pour mieux réfléchir, s'entendre et avancer. Une célébration qui a donc son importance. Elle doit être mieux intégrée dans les habitudes, au dire des hommes de Dieu. La paix, on donne de savoir que l'autre est une valeur. Et dans cette grâce de valeur, nous sommes tenus de régler les conflits dans le calme, dans la tranquillité et surtout dans le dialogue. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique, elle aussi, elle prône ce qu'on appelle une journée mondiale de la paix. Notre archevêque, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutuan, a fait appel à la grâce de l'indulgence, à la grâce du vivre ensemble, qui ne doit plus être comme une sorte d'utopie pour les Ivoiriens, mais que ce vivre ensemble soit une réalité. Dieu veut que ces créatures vivent en paix. S'il y a une journée de la paix, cela veut dire que vraiment nous devons rouler sur la paix, nous devons vivre en paix, nous devons nous entendre et s'accepter, même s'il y a des difficultés, à savoir que Dieu subhanahu wa ta'ala aime la paix, nous sommes créés pour la paix. Des messes pour la paix et des prières sont dites dans les églises, les lieux de culte et dans les mosquées à la faveur de cette fête de la journée de la paix. La bonne entente règne à Modeste, village situé en bordure de l'axe routier Abidjan-Grand Bassam. Les populations autochtones et halogènes vivent en parfaite harmonie. Alors comment s'y prennent-elles? Quelques témoignages au micro de Issaïeo. Localité située dans la circonscription administrative de Grand Bassam, le village de Modeste tient son appellation du nom d'un ancien exploitant forestier français. Ce village Nzima, d'une population d'environ 3000 âmes, ne veut jurer que par la paix et le vivre ensemble. Le brassage des peuples comme source de richesse. Vous avez des représentants des peuples de la CEDEAO qui y résident, notamment une communauté ghanéenne, une communauté béninoise, une communauté togolaise, une communauté nigérienne et toutes ces communautés sont fédérées pour créer une association des ressortissants de la CEDEAO vivant à Modeste. Se vivre ensemble, le chef intérimaire ne semble pas si bien le dire. Modeste, c'est un exemple de l'intégration africaine tant visée par nos différents chefs d'État. C'est un embryon que notre chef a déjà cultivé. Parce qu'aujourd'hui, c'est à Modeste et à Modeste seul que vous allez trouver tous les ressortissants du monde entier. Nous avons des notables Nzema Kotoko, nous avons des notables des autres communautés. Et ainsi donc, c'est véritablement la traduction de l'esprit de famille qu'on retrouve dans la composition de la chefferie. À Modeste, les femmes occupent une place de choix dans l'organisation de la chefferie. C'est elles qui détiennent le pouvoir dans le secret. C'est elles qui conseillent véritablement
le chef. C'est elles qui savent exactement comment mobiliser leurs maris et leurs enfants autour des idéaux que le chef a comme base pour son action. Véritable pôle d'attraction, le village de Modeste est divisé en 3 zones d'aménagement. La zone touristique avec ses stations balnéaires, la zone résidentielle avec ses promotions immobilières et la zone agro-industrielle. Modeste est traversée par l'autoroute de Abidjan-Bassam. C'est la seule autoroute en interurbain qui bénéficie d'éclairage par la volonté du chef de l'État. Village cosmopolite, le territoire de Modeste couvre une superficie d'environ 2700 hectares. Des prières pour la paix en Côte d'Ivoire ont été dites dans le cadre de la Journée nationale de la paix. Les chrétiens de la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes se sont rassemblés aujourd'hui. C'est un reportage de Dangui Dangui. Les fidèles chrétiens de la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, MEDA, en plein culte ce mercredi 15 novembre pour célébrer la paix en Côte d'Ivoire. Un moment qui permet à ces chrétiens d'intercéder auprès du Seigneur afin de maintenir un climat de paix dans le pays. Le révérend Kassid Azito, pasteur de cette église, a pendant sa prédication demandé à son auditoire d'avoir des comportements de paix. Selon l'homme de Dieu, la paix doit être l'affaire de tous. Qu'on soit ivoirien ou pas, chacun doit s'impliquer véritablement. C'est une tradition pour la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes de commémorer chaque année la journée de la paix par un culte d'action de grâce. Cette célébration de la journée de la paix a aussi permis aux fidèles chrétiens de faire la moisson pour continuer l'œuvre de Dieu. Cette église évangélique compte plus de 3000 âmes. Le sport est également au service du développement de la paix en Côte d'Ivoire. La 3e édition du marathon d'Abidjan s'est tenue aujourd'hui. Les coureurs ont sillonné plusieurs communes, dont Trècheville, Plateau, Marcory et Koumassi. On en parle avec Salif Ouattara du service sport. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a donné le coup d'envoi de la 3e édition du marathon d'Abidjan, accompagné du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Bruno Nabagné-Koné, grand spécialiste du 10 km. Organisé depuis 3 ans, tous les 15 novembre, pour commémorer la Journée nationale de la paix, le marathon d'Abidjan a accueilli cette saison plus de 15 000 coureurs, dont plusieurs marathoniers étrangers. Au menu, 4 circuits. Le 3 km pour les débutants, le 10 km, le semi-marathon de 21 km et le circuit phare de 42 km. Déjà vainqueur l'année passée, le Camerounais Fouami Justilin s'est imposé aux 42 km, à nouveau en 2 heures, 34 minutes 24 secondes. Même s'il n'empoche pas la cagnotte précieuse de 10 millions car ayant dépassé le chrono exigé de 2 heures 15 minutes, l'athlète camerounais est plus que satisfait. Il repart avec une enveloppe de 2 millions. Les différents vainqueurs de ce circuit, au 10 km dames, l'Ivoirienne Massaran Cissé. Chez les hommes, le Malien Assalat Al-Mamout. Au 21 km dames, l'Ivoirienne Kradjenebou s'impose en 1 heure 37 minutes 53 secondes, quand le Nigérien Mahamadou Ousseini décroche le chrono en homme en 1 heure 19 minutes 31 secondes. En image, la situation au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe et son épouse Grace sont en résidence surveillée à Harare, selon l'armée zimbabwéenne qui a pris le contrôle de la capitale. Il ne s'agit pas d'un coup d'État. L'Union africaine exige le respect de l'ordre constitutionnel et demande aux militaires de cesser leur action. Partons à présent à la découverte de la côte nord de l'Égypte. Les plages vierges d'El Alamein pourraient promouvoir le tourisme égyptien. Malheureusement, ce projet ne peut pas se faire car 75 ans après la bataille d'El Alamein, le littoral est encore miné. C'est un fléau qui aurait dû finir avec la Deuxième Guerre mondiale.
Mais 75 ans après la bataille d'El Alamein, qui mit fin aux ambitions d'Hitler et Mussolini sur Alexandrie et le canal de Suez, des mines oubliées continuent de tuer dans le vaste désert du nord de l'Égypte. Alors ce contingent de démineurs de l'armée tente de sécuriser la zone. Chaque démineur balaie une zone particulière et nous planifions le travail du jour suivant. Si le démineur détecte quelque chose, il marque la position avec un drapeau rouge. Prochaine étape. Selon les autorités égyptiennes, les mines sont un frein au développement économique de la région. Mais elles causent aussi un lourd tribut humain. Ce centre pour traiter les victimes des mines a été financé par l'Union européenne et les Nations unies. Pour ceux qui vivent dans un environnement confortable, la prothèse peut rester en bonne condition pendant 4 à 6 mois. Mais pour moi qui vis dans le désert et qui marche sur le sable et les cailloux, je dois faire entretenir ma prothèse chaque mois ou mois et demi. En 2014, l'UE a versé 4,7 millions d'euros pour aider au déminage d'El Alamein. Résultat, les accidents ont diminué. Elle a aussi financé des campagnes de sensibilisation, comme ce programme éducatif pour les enfants. Nous avons appris à reconnaître les différents types de mines et à quoi faire quand nous les trouvons. Nous savons maintenant ce qu'est une mine et qu'il ne faut pas s'en approcher. En plus du fastidieux travail de déminage, les autorités espèrent que l'éducation sauvera la nouvelle génération des vestiges mortels du passé. Enfin, 15 novembre 1988, lors d'une rencontre de 4 jours en Algérie, le Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, proclame la création d'un État palestinien. Sa capitale sera Jérusalem. Les explications de Thomas Guessambi. Le 15 novembre 1988, devant le Conseil national palestinien réuni à Alger, le chef charismatique de l'OLP, Organisation de la libération de la Palestine, Yasser Arafat, annonce la création d'un État palestinien avec pour capitale Jérusalem. C'était lors d'une rencontre du Conseil national de l'Organisation de la libération de la Palestine à Alger, fondée en 1964, chassée du Liban en 1982, l'OLP a été contrainte de s'installer à Tunis. Depuis lors, elle n'a plus de contact direct ni avec les sionistes, ni avec les Palestiniens des territoires occupés. Pour ne pas se faire oublier, l'organisation tente de promouvoir sa cause par des actions terroristes à travers le monde. Mais les résultats sont mitigés après le déclenchement de la première intifada, soulèvement en arabe, en décembre 1987 dans les territoires occupés, et Yasser Arafat craint d'être marginalisé. Il reprend donc la main quand il annonce la création de l'État palestinien. Pour certains historiens, cette création, si virtuelle qu'elle soit, marque un tournant dans le conflit israélo-palestinien, car en filigrane, elle signifie la reconnaissance du droit à l'existence de l'État d'Israël et son droit à des frontières sûres et reconnues selon les termes de la résolution 242 de l'ONU de 1967, consécutive à la guerre des 6 jours. L'indépendance de la Palestine est donc proclamée le 15 novembre. Un hymne national est joué et le drapeau du pays hissé. Israël dénoncera cette proclamation qu'une vingtaine de pays reconnaîtront, dont Cuba et plusieurs États arabes. Voilà, ce journal a été supervisé par Thomas Guessambi. Excellente célébration de la paix sur RTI2.